Alors, donc, je continue pour le commentaire de ce cours avec la mobilisation. Encore une fois, on parle bien là d'une guerre totale, la mobilisation des économies et des populations. Alors, on est dans une guerre qui, très tôt, vous l'avez vu dans le chapitre 1, va s'enliser. On passe d'une guerre de mouvement qui dure quelques semaines, quelques mois, à une guerre de position qui dure. Et à ce moment-là, il va falloir mobiliser l'économie, fournir ce qu'on appelle un effort de guerre, et donc mobiliser l'économie afin de produire du matériel militaire. C'est comme ça par exemple que Renault ou Citroën vont produire, pour Renault par exemple des chars, et cesser de produire par exemple des véhicules, et on a donc cette mise donc à disposition des moyens, notamment de l'industrie, pour l'effort de guerre, mais également des moyens scientifiques. Vous avez une scientifique comme Marie Curie qui va s'engager, qui va mettre ses connaissances et en l'occurrence développer ses compétences en radiologie pour eh bien examiner et passer les blessures des soldats à la radio afin de mieux pouvoir les soigner. C'est également une mobilisation financière. Cette guerre est un désastre financier pour les États. Il faut financer. On va notamment, pour un État comme la France, aller se financer auprès d'autres pays comme les États-Unis qui vont prêter de l'argent, mais on fait également appel à des emprunts nationaux, c'est-à-dire qu'on demande, ici en l'occurrence aux Français, mais la France ne sera pas le seul pays à le faire, les Américains, les Anglais le feront aussi, les Allemands, eh bien demander aux Français de mettre la main à la poche, de puiser dans leurs économies, dans leur bas de laine, puisque eh bien eux ils peuvent bien donner leur or, tandis que les soldats donnent leur sang pour la nation. Et puis, on a une implication humaine, bien sûr, d'une main-d'œuvre qui va être au service de cet effort de guerre. Une main-d'œuvre, on va déjà s'appuyer sur une main-d'œuvre étrangère, puisqu'on va aller chercher de la main-d'œuvre dans les colonies. On avait parlé dans un chapitre précédent des empires coloniaux, et bien pendant cette Première Guerre mondiale, ils sont mis à contribution et on fait venir par exemple par bateau des travailleurs d'Indochine ou autres pour travailler dans les usines françaises. On fait également revenir du front des ouvriers qualifiés, c'est-à-dire ceux qui ont des compétences spécifiques. Pourquoi? Bien parce que si vous videz une usine et une entreprise de toutes les compétences spécifiques, et si tous les hommes qualifiés sont au front, et bien à ce moment-là, ça devient compliqué. Vous ne pouvez pas former quelqu'un comme ça. Quelqu'un ne va pas s'improviser spécialiste. Et donc on en fait revenir un certain nombre d'ouvriers qualifiés pour retravailler dans les usines. Et puis surtout on va faire appel aux femmes qui ne découvrent pas, c'est très important de comprendre ça, parce que souvent à force d'insister sur le rôle des femmes dans la Première Guerre mondiale, on tente à oublier qu'elles connaissaient très bien l'entreprise. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, les femmes travaillent déjà dans l'industrie. Néanmoins, elles vont là occuper des postes qui sont des postes nouveaux, qu'elles n'occupaient pas avant la guerre. Et puis, eh ben, par exemple, elles vont avoir d'autres missions qui leur sont confiées. Par exemple, certaines vont être conductrices de tramway ou des choses comme ça, ce qu'on ne voyait pas vraiment avant. Et puis il y a bien sûr la fameuse figure de la munitionnette, c'est-à-dire de ces femmes qui vont travailler dans les usines d'armement en Angleterre, en France ou ailleurs. Et c'est ça, cette image-là qui est restée à la postérité. Mais en tout cas, dès 1914, vous avez le président du Conseil français, Viviani, qui fait un appel aux femmes françaises qui vont jouer un rôle très important à tous les niveaux. Également dans les campagnes, ce sont elles qui vont gérer les fermes, les exploitations. Encore une fois, avant, bien sûr, les femmes étaient tout sauf en train de se tourner les pouces. Les femmes, elles ont toujours travaillé au champ auprès de leurs époux, simplement dans un travail qui n'était pas toujours reconnu. Mais en tout cas, elles ont toujours travaillé. Là, en effet, c'est vraiment qu'elles prennent en main la gestion de ces exploitations agricoles et qu'elles vont gérer seules pendant le départ de leur conjoint.
Alors, qu'est-ce qu'elles en retirent les femmes? Bah, pas forcément grand-chose, une gratification sur le coup, mais souvent, eh bien, employées dans les usines, par exemple, elles vont toucher pour le même emploi 2 ou 3 fois moins, parfois 5 fois moins que leurs collègues masculins partis au front. Après coup, eh bien, certaines vont demander de nouveau, c'est une demande très ancienne, le droit de vote, qu'elles ne vont pas tout obtenir. Les Anglaises, par exemple, et les Allemandes obtiennent le droit de vote dès la fin de la guerre, en 1918, les Américaines dès 1920, et ça c'est le fruit pas que de leur implication dans la Première Guerre mondiale, mais véritablement d'une politique menée et de militantisme mis en place dès la fin du XIXe siècle. Bref, les Françaises n'obtiendront ce droit qu'en 1944. On est toujours un petit peu à la traîne et en tout cas, eh bien, leurs revendications en France ne sont pas entendues. Mais en tout cas, c'est important d'avoir en tête cette mobilisation des femmes qui, encore une fois, d'un point de vue de leur statut social, ne va pas fondamentalement changer les choses. Pour certaines, mais on parle d'une toute petite minorité, oui, ça va changer les choses et elles vont s'émanciper. Pour la plupart, quand leur conjoint rentre du front, eh bien, elles vont retrouver la place que la société leur assigne malgré le rôle qu'elles ont tenu pendant la guerre. Dernier point sur, eh bien, pour que tout ça tienne, pour que cet effort tienne, pour que la main-d'œuvre reste mobilisée, eh bien, les gouvernements mettent en place 2 éléments. Une propagande intense visant à lutter contre l'ennemi, via les journaux, via les images, en visant notamment les enfants pour leur inculquer une culture de guerre, mais aussi pour leur apprendre à détester l'ennemi, ni plus ni moins. Et puis on a tout ce qui relève de la censure. Les lettres des poilus sont censurées, et les journaux, eh bien, vous voyez par exemple dans le diaporama la une du Canard enchaîné qui est censurée, c'est-à-dire que il y a 2 encarts pour un article et pour un dessin de presse qui ont été refusés par le bureau de la censure, et le journal doit paraître ainsi avec des vides, tout simplement parce que des articles ont été censurés. Dernier point, qu'est-ce qu'il en ressort dans la société? Un traumatisme profond. Les sociétés ont connu le traumatisme, les violences, pas seulement, donc encore une fois, les combattants, les veuves se comptent par centaines de milliers, 600 000 en France au lendemain de la guerre, qui dit veuve dit aussi orphelin. Donc une situation difficile avec un état d'esprit mélangé chez certains, une volonté féroce de dire c'est la der des der, plus aucune guerre, et de mettre en avant le pacifisme, et puis chez beaucoup des gens qui ont été touchés non seulement dans leur chair, mais psychiquement, avec des troubles mentaux extrêmement présents chez les civils, et comme on le sait, en plus des combattants qui reviennent complètement traumatisés de cette expérience de guerre. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu les mécanismes de cette leçon.